Imaginez un instant. Un des hommes les plus libres de l'Empire romain, ça aurait pu être un esclave. Et boiteux en plus. Épictète, né vers 50 après Jésus-Christ. Ah oui, une figure fascinante. Et l'anecdote la plus frappante, c'est celle de sa jambe. Son maître, Épaphrodite, lui tord la jambe, par colère ou jeu cruel, on ne sait pas trop. Et Épictète, lui, très calme, incroyablement calme. Il dit juste « tu vas la casser ». Le maître continue, l'os craque, et Épictète ajoute, sans crier « je te l'avais bien dit ». Ce n'est pas de la soumission, hein. Attention, c'est autre chose. C'est le point de départ de toute sa pensée, en fait. Comment on trouve la sérénité, même quand on fait face à l'inacceptable. Exactement. Et c'est ça qu'on explore aujourd'hui, son système d'exploitation mentale, si on peut dire. Est-ce que ça peut nous aider, nous, avec notre chaos moderne, les notifs, l'anxiété, les réseaux sociaux? Tout ça, oui. Enfin, ces idées, on les connaît surtout grâce à son élève Arien, qui a noté ses entretiens et compilé le manuel, un vrai guide pratique pour la vie. Et au cœur de ce manuel, il y a cette phrase, dès le début. La toute première est la plus importante. Il y a les choses qui dépendent de nous et il y a les choses qui ne dépendent pas de nous. La fameuse dichotomie du contrôle. Voilà. Et Épictète est assez radical là-dessus, non? Il pense que quasiment toute notre souffrance... Oui, il dit de 99% de nos soucis viennent du fait qu'on mélange tout, qu'on confond ces deux catégories. Alors, clarifions un peu. Ce qui ne dépend pas de nous, c'est beaucoup de choses, en fait. Notre corps, sa santé, son apparence... Bon, on peut l'influencer un peu, mais pas totalement le contrôler. Non, la maladie, le vieillissement, ça nous échappe en grande partie. Et puis il y a notre réputation, ce que les autres pensent, leurs actions. Et les événements extérieurs, bien sûr. La météo, un embouteillage, une crise économique. Le passé, évidemment, le futur aussi, dans son déroulement exact, et même le résultat final de nos actions. On peut agir, mais le succès n'est jamais garanti. Ok. Et de l'autre côté, ce qui dépend totalement de nous. Ah, là c'est notre monde intérieur, nos jugements, ce qu'on pense des choses, nos opinions, nos intentions, nos désirs ou notre refus de désirer, nos réactions volontaires, en gros, tout ce qui part de notre volonté propre. C'est là que ça devient intéressant. Le problème, selon lui, c'est quand on s'acharne sur la première colonne. Exactement. Désirer ardemment la gloire, qui dépend des autres. Craindre la maladie, qui ne dépend pas entièrement de nous. Ou pire, négliger ce qui dépend de nous. Nos propres jugements, nos choix, c'est là qu'on devient esclave de l'extérieur. Volontairement, en quelque sorte. L'exemple de l'embouteillage est un classique pour illustrer ça. Oui, très parlant. Je suis bloqué dans le trafic, j'ai un rendez-vous super important, le fait brut, réel, je suis bloqué. Ça, je n'y peux rien. C'est extérieur, ça ne dépend pas de toi. Ma réaction, normale, enfin, non stoïcienne. Je m'énerve, je klaxonne, peut-être. Le stress grimpe en flèche. Pourquoi? Parce que je désire un truc impossible, que la route se libère tout de suite. Tu te heurtes au réel, et la souffrance, c'est toi qui l'ajoutes. L'approche stoïcienne, ce serait quoi? D'abord, accepter le fait. Ok, il y a un bouchon. C'est une donnée. Pas lutter contre. Voilà. Ensuite, recentrer son énergie. Qu'est-ce qui dépend de moi, là, maintenant? Prévenir de mon retard. Peut-être écouter un truc utile à la radio ou un podcast. Comme celui-ci. Par exemple. Et surtout, choisir de ne pas rajouter de la colère, de l'anxiété. Je ne contrôle pas le trafic, mais je contrôle ma réponse au trafic. Et ça mène à cette autre citation clé. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Fondamental. L'événement en soi, l'embouteillage, il est neutre. Ni bon ni mauvais. C'est mon jugement, oh là là, c'est une catastrophe, je vais être en retard, c'est terrible, qui crée la détresse. Prenons un autre exemple, plus moderne. Un mail un peu sec du chef. RDV demain 9h. Point. Fait neutre. Jugement immédiat possible. Oula, ça sent mauvais, je vais me faire taper sur les doigts, ou pire. Voilà. Et la panique s'installe. Le réflexe stoïcien, c'est d'insérer une pause. De séparer le fait, j'ai un RDV, du jugement anxiogène, c'est forcément une mauvaise nouvelle. Et de questionner ce jugement. Est-il certain? Est-il utile de paniquer maintenant? Ce qui dépend de moi, c'est comment je vais me préparer pour ce RDV. Et dans quel état d'esprit j'y vais? Exactement. C'est super pertinent pour ce qu'on pourrait appeler le stoïcisme numérique, non? Les likes, les commentaires, c'est externe. Notre réaction, le jugement qu'on plaque dessus, personne ne m'aime, je suis génial, ça, c'est notre affaire. Faut pas laisser ces plateformes nous posséder par nos jugements.
Cette dissociation entre l'événement et le jugement qui crée l'émotion, ça ressemble énormément aux thérapies cognitivo-comportementales, les TCC. Non. Ah mais complètement, la filiation est directe, et les fondateurs comme Aaron Beck ou Albert Ellis le reconnaissaient. Leur modèle ABC, A pour l'événement, Activating Event, B pour les croyances, jugements, Beliefs, C pour les conséquences émotionnelles comportementales. Dites exactement ça, ce n'est pas A qui cause C, c'est B, c'est notre interprétation, notre jugement B qui cause la conséquence C. Si on travaille sur B, on change C. C'est du stoïcisme appliqué en thérapie, clairement. Mais qu'est-ce qui fait ce travail en eau, ce tri, ce jugement, ce choix? Épictète lui donne un nom spécifique, hein? Oui, un mot crucial, la proérésis. C'est un peu difficile à traduire parfaitement, on dit souvent la faculté de choix, la volonté raisonnée, le centre de décision de notre esprit, notre citadelle intérieure. La citadelle intérieure, j'aime bien cette image. Parce que pour Épictète, c'est la seule chose qui nous appartient vraiment, qui est naturellement libre, inviolable. Même Zeus, dit-il, ne peut pas forcer notre proérésis. Même le maître d'Épictète. Exactement ça. Il pouvait briser son corps, sa jambe, mais il ne pouvait pas contrôler sa proérésis. Il ne pouvait pas l'obliger à juger cette situation comme insupportable ou désespérée. La liberté stoïcienne, la vraie, elle est là, dans cette capacité à choisir comment on juge, comment on répond. Donc, si on essaye de synthétiser un peu cette plongée, la liberté, selon Épictète, ça ne consiste pas à essayer de plier le monde extérieur à nos désirs, ce qui est souvent impossible et épuisant. Mais plutôt à devenir maître de notre monde intérieur, de nos jugements, de nos choix, en mettant notre énergie sur ce qui dépend vraiment de nous, grâce à cette proérésis. Et l'application la plus directe, la plus concrète qu'on puisse en tirer, c'est peut-être d'essayer d'instaurer cette petite pause stoïcienne au quotidien. Comment ça? Quand on sent la colère monter, ou l'anxiété, la frustration, juste un petit temps d'arrêt, et se poser la question, attends, ce qui me perturbe là, maintenant, est-ce que ça dépend de moi ou est-ce que ça ne dépend pas de moi? Ok. Juste cette question, déjà, ça peut changer pas mal de choses. Ça peut tout changer parfois. Et pour laisser nos auditeurs avec une dernière pensée un peu provocatrice peut-être, et si la vraie liberté, ce n'était pas du tout l'absence de contraintes extérieures, parce qu'il y en aura toujours. C'est inévitable. Mais plutôt la reconnaissance constante, profonde, que notre pouvoir de choisir notre réponse intérieure, notre jugement, lui, est absolu. Explorer cet espace de choix, ce n'est peut-être pas juste un outil pour aller mieux ponctuellement, mais carrément un chemin vers une transformation de notre rapport au monde. La liberté totale, finalement, elle résiderait peut-être juste là, dans ce choix toujours possible.